Bienvenue dans cet épisode de Zéro Filtre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'autrice du livre Mère au foyer, une profession féministe. À travers son ouvrage, elle défend l'idée que ce rôle souvent invisibilisé et sous-estimé mérite d'être valorisé de manière plus juste. Grâce à son ouvrage, j'ai retrouvé le pourquoi j'ai commencé sur les réseaux sociaux et ce en quoi je crois. Je pourrais, rien que pour ça, la remercier de mettre des mots sur ce que j'ai vécu pendant des années. Un épisode qui remet en question les normes sociales et invite à une réflexion profonde sur la place des femmes dans notre société. Et qui, je l'espère, sèmera des graines partout où il sera entendu. Je te souhaite une belle écoute. C'est parti. Être une femme, c'est terriblement compliqué. Les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. Zéro Filtre, un podcast qui t'invite à explorer des sujets dits tabous en toute simplicité. Le jour où les femmes diront la vérité, les journées n'auront pas la même saveur. Dans chaque épisode, plongez dans des témoignages honnêtes, de la confiance en soi à la maternité. Tu as une vraie plateforme. Ce que tu dis a de l'importance. Je ne me suis jamais permis de souffler, ne serait-ce que 15 jours. Libre, je ne veux plus tomber. Zéro Filtre, présenté par Isaline Ackerman. Votre capacité à changer tout ce qui est démarre ici. Salut Candy. Salut Isaline. Merci de venir derrière le micro pour parler d'un sujet qui me touche particulièrement. Merci à toi de m'avoir invitée. Le sujet me touche aussi particulièrement. On ne se connaissait pas avant que je découvre ton livre. Et quel bonheur, parce qu'il m'a replongée dans mon pourquoi j'ai lancé ce blog, j'ai lancé toute ma communauté. Ça a ravivé un feu en moi qui semblait éteint. Je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas, merci de l'avoir allumé. Et du coup, ce livre, c'est « Les mères au foyer, une profession féministe ». Tu milites du coup pour la reconnaissance de ce travail de manière salariale. Exactement. Et puis, avant qu'on commence, parce que j'aime bien présenter un peu mes invités, comme ça tu peux compléter et ça te laisse arriver tranquillement. Ça te va ? Ça me va parfaitement bien. Ok. Candy, comme je l'ai dit avant, on ne se connaissait pas. Tu es pigiste, bientôt future sociologue. Exactement. Autrice. On dit autrice, tu as mis monteur. Moi, j'ai décidé qu'on allait dire autrice. Voilà, c'est ce que voilà. Pareil. Autrice donc, de ce fabuleux livre et tu es maman de 3 enfants. Et je crois même que tu es curatrice. Oui, je suis curatrice volontaire pour le canton de Vaud d'ailleurs. Ouais. Voilà, plusieurs casquettes. Dans cet ouvrage, donc, du coup, tu interroges la société sur la façon dont elle perçoit et valorise le rôle de mère au foyer. Tu soulignes l'importance de reconnaître ce travail au même titre que d'autres professions en termes de salaire, de formation et de respect. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui fait défaut. Le dernier mot, là, c'est absent du vocabulaire de la mère au foyer, j'ai l'impression. Ah oui, on en parlera après, mais effectivement, oui. Et du coup, est-ce que tu veux compléter cette petite présentation ? Parce que c'est vrai que, vu que tu n'es pas active sur les réseaux, vu que tu émerges dans le monde public, je ne sais pas beaucoup de choses sur toi. Alors, est-ce que tu veux compléter ? Alors déjà, je tiens à dire que moi, je te connaissais, mais tu ne me connaissais pas. Voilà, j'avais déjà été zioter ton compte Instagram par curiosité. Et puis, je m'étais rendu compte qu'on avait quelques petits points communs. Ah oui, on peut les citer, mais effectivement, on a c'est quelques points. J'ai plus que 2 enfants, donc déjà on sort de là. Ouais, je crois qu'on a un tempérament féministe, même si j'ai découvert le mien récemment en écrivant ce bouquin. Ah ouais, d'accord, c'est tout récent du coup. Ouais, je me savais pas du tout féministe avant, je pensais même que je l'étais pas du tout. On a tous les 2 porté un appareil dentaire sur le tard. C'est juste. Voilà, bon, ça j'en fais pas mention sur les réseaux, mais effectivement j'avais mon petit Invisalign. On a aussi toutes les 2 qu'une voiture pour notre couple. J'ai décidé de tenter l'aventure CFF, ce qui me va très bien. Enfin voilà, mais non, je crois qu'il n'y a rien de particulier à ajouter, à part que, oui, en fait, il y a quand même un truc, c'est que j'ai pas écrit un livre sur un sujet que je ne connais pas. Oui, je suis active à côté, oui, j'ai quasiment toujours travaillé, mais j'ai quand même eu cette casquette de mère au foyer quelques mois dans ma vie, suffisamment pour m'en dégoûter, en fait. Oh là là. Et aussi, j'ai été dans une... Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai quasiment jamais dit à personne, peut-être probablement qu'à mon conjoint. Donc c'est assez... voilà. Je défends ce salaire pour les mères au foyer, déjà parce que c'est juste, mais aussi simplement parce que je sais que des femmes peuvent se trouver dans des situations vraiment
d'urgence et de détresse avec des enfants. Et ça a été mon cas quand j'ai eu mon premier enfant. J'ai été mais vraiment dans une situation de détresse financière comme on en voit peu. J'ai même eu une période où j'ai pas eu de toit sur ma tête, pour te dire, avec un enfant. Voilà, donc si le mec n'est plus là, on est dans la merde. Ça touche tellement, c'est très touchant. Merci de ton partage, Candy. Alors, si tu es d'accord, j'aimerais juste te prêter un petit exercice parce que j'aime bien que les gens se présentent. D'abord, je les présente avec leur casquette, leur rôle, etc. Est-ce que tu peux te présenter sans casquette ni rôle, Candy? Mon Dieu, ça c'est la question piège. Sans casquette ni rôle. C'est une question qui vient, tu peux venir spontanément. Alors, je médite un petit coup. Sans casquette ni rôle, je suis une femme qui ne respecte aucun code de la société, mais vraiment aucun. Et quand je te dis aucun, j'ai 3 pères de 3 enfants. Je ne me plie à rien, en fait. Je suis vraiment une rebelle, sans chercher à l'être, en fait. C'est juste que, comme Madonna l'a dit un jour, quand on lui a demandé comment elle avait fait pour devenir célèbre et tout, enfin bref, pourquoi elle avait fait ça, elle a juste dit, moi, quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. En fait, je suis absolument pareil. Je suis une femme d'instinct. Et puis, tout ce qui me passe par l'esprit, au niveau de mes envies, paf, je le fais. D'un coup, à 38 ans, je me suis dit, tiens, je vais y reprendre l'Uni. Hop, là, je me suis inscrite à l'Uni. Aujourd'hui, j'ai envie de devenir curatrice parce que j'adore aider les gens. Puis parce que j'ai moi-même connu des difficultés. Allez, je vais suivre des cours, hop. J'ai un peu des maux de tête. En fait, il s'avère que c'est mes dents qui sont pas droites. Bon, allez, j'ai 38 ans, je mets un appareil dentaire, il n'y a pas de souci. Je suis très spontanée. Puis ça, c'est vraiment ce qui me définit. Spontanée et rebelle sans chercher à l'être, en fait. Donc, je pense que je suis tout ce que la société veut pas qu'une femme soit. Tu fais confiance à ton intuition, c'est ce que j'ai entendu. Une femme d'intuition, tu as dit. Peut-être bien, mais en tout cas, j'arrive pas à me plier aux règles. Je me sens dans une cage. Bon, on va finir à une question un peu plus légère, cette petite présentation. C'est quoi ton plaisir coupable quand tu as une grosse journée et que tu rentres à la maison? Ah, vraiment? Est-ce qu'on a envie de me visualiser comme ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Ok, alors ce serait de me faire des tartines de caotina, donc de pâte à tartiner caotina, et puis de me mettre devant ma série préférée en pyjama, surtout sans prendre de douche, vraiment dans un état pas possible sur le canapé, et puis d'être vraiment vautrée pendant 2-3 heures. Mais je ne le fais jamais. Ça, c'est mon plaisir coupable. Ah, c'est génial. Ça donne envie. Je te rejoins sur le « on ne se douche pas et on se vautre », j'avoue. Ça... petite confidence. Ce serait l'obligation de trop, en fait. Oui, complètement. Petite confidence, moi, quand j'ai mes règles, c'est typiquement ce que je fais. Je reste en jogging, je me vautre. Enfin, voilà. Et dans ton livre, tu évoques l'importance de reconnaître le rôle de la mère au foyer. Pourquoi c'est crucial, selon toi? En fait, déjà, je trouve que si on le reconnaît pas, il y a déjà un problème pour les mères qui finalement sont touchées émotionnellement par le fait de ne pas être reconnues. Ça, c'est sûr. Et ensuite, si on ne reconnaît pas le travail de mère au foyer, je pense puisque ça affecte les mamans, je crois que ça les démotive à faire des enfants, en fait. Et puis, il semblerait que notre système, notre société telle qu'on la connaît, elle fonctionne quand même sur le fait de se reproduire. Et puis, on se reproduit de moins en moins. Mais n'importe qui travaille a besoin de reconnaissance. Enfin, oui. Personne ne va travailler sans avoir de salaire, sans avoir de vacances, sans avoir de remerciements, en se tapant les week-ends. Enfin bref, c'est juste un peu du bon sens, en fait. Pour pas que la société s'écroule, tout simplement. Parce que les femmes, elles peuvent aussi décider de maintenant, moi, j'écarte plus les cuisses, c'est fini, quoi, j'en fais plus. Je veux pas finir comme ça. Je crois que la société se rend pas compte. Et les politiciens ne se rendent pas compte à quel point tout repose sur les femmes, au sens du devenir de notre société, en fait. Je suis d'accord avec toi. Je pense que la reconnaissance, c'est un besoin primaire de l'être humain. Et que quand on est mère au foyer, parce que je l'ai été, même si j'ai des activités maintenant, je l'ai été longtemps, c'est vraiment quelque chose qui manque, en fait. Et c'est un peu tout ce qu'on fait dans toute une journée, c'est comme si c'était invisible. C'est des tâches qu'on dit invisibles, mais qui sont essentielles pour le confort de la famille. Et voilà, ne serait-ce que de la reconnaissance de ça, de ces tâches invisibles,
de notre présence, Ouais. ça pourrait déjà, je pense, faire du bien, en tout cas. Oui. Peut-on vraiment dire qu'une femme, justement, au foyer, elle ne travaille pas? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme comparaison avec d'autres métiers? Ah, on peut le dire, mais c'est qu'on est vraiment un gros malhonnête, si on dit ça. Ou alors qu'on n'a jamais eu d'enfant puis qu'on ne se rend pas compte, ça aussi, ça peut être une méconnaissance. Mais une mère au foyer, elle est psychologue déjà, hein, parce que surtout quand les enfants commencent l'école et puis qu'ils commencent à avoir certains conflits avec d'autres enfants, donc là il faut savoir gérer. On est médiatrice, on est cuisinière, chauffeur de taxi, femme de nettoyage. On fait office de 5 à sec, hein, puisqu'on on repasse les vêtements de toute la maisonnée. On est veilleuse de nuit, ça c'est sûr. Voilà. Enfin, on a énormément de casquettes. Et puis je me dis que toutes ces casquettes... Enfin, si la mère arrête de travailler et puis qu'il faut quelqu'un pour remplacer, ça coûte. En tout cas, quand on va travailler et puis qu'on fait venir une nounou à la maison, il faut la payer. Alors pourquoi on ne peut pas payer la maman? Ah ouais, oui, c'est un non-sens. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc j'avais dit, ouais. Moi je dis, mais si demain je dois retourner travailler, je vais payer quelqu'un dans une crèche qui va faire, puis même pas tout ce que je fais à la maison en fait, une partie de ce que je fais à la maison. Ça va être juste centré sur l'enfant, sans s'occuper de tout ce qu'il y a autour. Complètement. Pour le bon fonctionnement de la maisonnée. Mm-hmm. Donc oui, quand on dit que cette phrase, que les mères au foyer ne travaillent pas, je pense que c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas. D'ailleurs, dans mon cheminement personnel, pour qu'il y ait une prise de conscience, il a fallu que je parte pour que mon conjoint se rende compte qu'en fait, c'est plus que juste être à la maison. Penses-tu d'ailleurs qu'une femme qui choisit de rester à la maison pour élever ses enfants soit perçue différemment de celle qui travaille à l'extérieur? Alors, de mon expérience personnelle, et comme tu me l'as dit très justement hors micro tout à l'heure, dans ma phase où j'étais mère au foyer, quand il y avait un souper, une fois que j'avais dit que j'étais mère au foyer, plus personne ne parlait avec moi, j'étais transparente. Donc oui, c'est flagrant, donc on est perçu différemment. Et puis aussi, je dirais que même si des gens nous disent que c'est le plus beau métier du monde, parce qu'il y en a qui disent ça. Hein. Ah oui, bien sûr. Il y en a plein qui disent « Ah, mais c'est fantastique, c'est le plus beau métier du monde. » Ok, c'est le plus beau métier du monde, donc on est vraiment sur le terrain, on a énormément d'expérience, mais c'est pas considéré comme un métier dans le sens où si maintenant je vais postuler à une crèche en disant « Ouais, ben voilà, moi j'ai eu 3 enfants, ça fait 23 ans que je suis maman », la directrice de la crèche, elle va pas me dire « Ah, mais c'est bon, c'est du tout cuit, venez, on vous engage lundi matin, on n'a pas assez de personnel, c'est fantastique. » Non, elle va nous demander un diplôme. Donc, déjà, rien qu'au niveau... Enfin, c'est factuel, c'est pas du tout... Voilà, c'est perçu comme... Enfin, on n'est rien. Mais tu penses qu'elles sont du coup perçues différemment, donc invisibles, que quelqu'un qui travaille à l'externe? Celle qui travaille à l'externe, même à 20%, elle existe de par sa profession à l'externe, en fait. Oui, mais ça repose sur le fait que celle qui travaille à l'extérieur, elle génère un revenu concret. En fait, elle participe au PIB. Les gens ont l'impression que les mères au foyer ne participent pas financièrement en fait, à l'économie suisse, parce qu'on va se limiter à la Suisse. Hein. C'est partout pareil. Et à mon avis, inconsciemment, c'est ça qui fait que dans les esprits, les femmes sont perçues différemment. Du moment où on ne rapporte pas l'argent sur la table, on est vraiment perçu différemment. Alors qu'on fait économiser de l'argent, puis qu'on permet à nos conjoints de, eux, progresser dans leur carrière. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est un non-sens. Parce que sans nous, en fait, il y a plein de choses qui s'effondrent. Ah ouais. Pour moi, on participe de manière indirecte à toute cette économie. Parce que, comme je dis, vu qu'il n'y a pas assez de place en crèche, vu que souvent, si je parle que de mon cas, moi, j'ai arrêté de travailler parce que ça coûtait trop cher la crèche et qu'au bout d'un moment, on m'engageait plus qu'à 50% avec 3 enfants. Donc, je me suis dit, le calcul est vite fait. Tu restes à la maison. Et du coup, je me dis, mais c'est injuste de se dire qu'on ne participe pas à l'économie parce que sans moi qui me serais arrêtée, mon mari n'aurait pas pu travailler comme il l'a travaillé, pas pu faire la carrière qu'il a fait. Voilà, et ça a des impacts, en fait. Ah oui, énorme. Du coup, tu milites justement pour que nous, les femmes, enfin, je me dis nous parce que je suis encore un peu mère au foyer quand même, je ne bosse pas à 100%, soient rémunérées pour leur travail. Oui. Quelles conséquences tu penses positives ça pourrait avoir? Alors, pour elles, mais aussi pour... du coup, on en parlait de la société dans son ensemble.
Énormément de conséquences positives et je vais en oublier sans aucun doute. Les autres elles liront ton livre si jamais. Oui, vous pouvez lire mon livre. Alors, déjà, une conséquence positive pour les hommes. Allez, on va commencer par ces messieurs. Messieurs, si vous divorcez, les pensions alimentaires ne vous saigneront plus aux 4 veines. Puis il y a énormément de divorces, donc ça c'est un point. Un deuxième point, c'est que des mères au foyer qui seraient salariées auraient donc une fiche de paye concrète. Et toute personne qui a une fiche de paye s'acquitte de cotisations pour les assurances sociales. AVS, AI, chômage, enfin bref, tout ce qui fait que notre société fonctionne comme elle est. Elle paierait des impôts aussi. Et ça, c'est non négligeable. Et puis après, il y aurait un impact positif, je pense, pour les couples. Parce que j'imagine que... Alors, sans doute que ça augmenterait les divorces, peut-être. J'ai émis cette hypothèse, mais je pense qu'avant d'en arriver là, il y aurait une mise sur un pied d'égalité dans le couple, puisque 2 salariés, et donc un plus grand respect de l'homme vis-à-vis de sa compagne ou de sa femme. Et à mon avis, quand le couple aurait des problèmes, serait un petit peu chancelant, ce qui arrive à tous les couples, plutôt que de mettre les 2 pieds contre le mur et dire non, je ne veux pas faire une thérapie de couple ou je ne veux rien changer, l'homme se dirait oui, mais en fait, madame, elle peut partir. Il ne se dirait pas, bon, de toute façon, elle est coincée. Alors, je ne dis pas que tous les hommes se disent ça, hein. C'est vraiment un exemple comme ça. Mais par contre, il est vrai que les hommes sont reconnus pour ne pas vouloir consulter, par exemple. Et du coup, je connais bien des femmes dans mon entourage, mais quand je dis bien des femmes, c'est vraiment énormément de femmes qui se sont plaintes auprès de moi que leur couple battait de l'aile et que messieurs ne voulaient pas les consulter, mais qu'elles ne pouvaient pas partir parce qu'elles n'avaient pas de salaire. Ça, c'est une triste réalité. Oui. Alors que si on dit, voilà, moi je peux me permettre de partir, je t'aime encore, j'aimerais sauver les meubles, tu sais que je peux m'en aller, je n'ai pas besoin de toi, allons consulter quelqu'un, je pense que ça fait plus d'effet que je suis pieds et poings liés à toi, s'il te plaît, change, quoi. Non, ça ne marche pas. Et puis les grands gagnants sont les enfants, à 200%, mais ça c'est sûr. Franchement, combien j'ai entendu de mères, quand je travaillais, donc, parce que j'ai aussi été employée, combien j'ai entendu de mères qui, au retour de leur congé maternité, me disaient « Bon, moi, j'arrête d'allaiter maintenant parce qu'après, c'est un peu compliqué, aller tirer son lait dans les toilettes. Enfin bref, on ne m'a pas mis de bureau. Et puis, machin, après 14 semaines, elles arrêtaient l'allaitement. Elles étaient toujours prises entre 2 feux, entre ce sentiment de je suis contente de sortir de la maison, mais je me sens coupable et j'ai envie d'être près de mes enfants. On a un peu cette dualité quand on est mère. Complètement. On est tout le temps prise comme ça entre 2 feux. Là, c'est pas pour dire, mais les mères, vraiment, par choix, parce que je dis pas qu'elles doivent rester à la maison, vraiment, loin de moi cette idée, qu'on s'entende. Non, je pense que c'est important qu'on le mette en avant, justement. Moi, ce que je trouve dans ce que tu défends, puis dans ce que je défends aussi, parce que je vais m'inclure avec toi, c'est vraiment un épanouissement et un vrai choix de vie, en fait. Parce que si on nous offrait cette possibilité-là, ça nous permettrait, en tout cas, si je parle de mon parcours, de vraiment faire un choix en pleine conscience de où je veux aller. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, mais ce qu'a fait ton livre aussi, c'est que le lendemain de l'avoir lu, c'est comme si tu avais apporté une reconnaissance de mon statut de mère au foyer. J'étais presque contente de vider de la veste. J'étais là, mais je travaille en fait. Tu sais, j'étais là, mais oui, c'est vrai, je travaille. Tu sais, dans mon cerveau, il s'est passé des connexions. Je me suis dit, mais... Alors, c'est pas comme si quand moi, je me l'étais reconnu, c'est vraiment que quelqu'un d'autre, l'externe, te montre que c'est un vrai travail qui apporte de la valeur à la société. Je me suis dit, mais c'est rien que ce petit bout de là, déjà qu'un livre me fasse cet effet-là, j'ose même pas imaginer ce qu'un salaire pourrait procurer comme développement et bien-être chez une femme, en fait. Alors ça, c'est clair. Et puis, on peut pas avoir de reconnaissance sans salaire. Et ça, je pense que c'est visible dans toutes les entreprises. En fait, on peut pas dire aux gens, venez travailler, on est très reconnaissant de ce que vous faites, mais on va pas vous augmenter ni vous payer. Ça va pas fonctionner sans salaire, la reconnaissance. Il y en a tellement qui soulèvent l'argument, oui, mais vous les aimez, vos enfants. C'est naturel de changer des couches, de changer le vomi, de se lever la nuit, parce qu'ils sont malades. Alors, qu'est-ce que tu leur réponds à ceux qui nous disent ça? Et qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, le seul truc qui est naturel dans la maternité, c'est le fait de tomber enceinte, qui est quelque chose d'assez naturel, et l'amour maternel qu'on peut ressentir. Ou peut-être l'allaitement, qui allie encore un côté assez naturel. Mais sinon, je ne vois pas ce qu'il y a de naturel à toutes ces contraintes du quotidien. Enfin, je ne sais pas trop quoi leur répondre, mais moi, je pense que c'est un travail. En tout cas,
Après, pour ce qui est des tâches ménagères, quand je passe l'aspirateur, que je récure, que je détarte ma salle de bain, si je le fais pas, on engage une femme de ménage. Donc, c'est pas naturel. Oui, c'est pas lié à l'amour qu'on porte à nos Non, enfants. il faut vraiment dissocier l'un et l'autre. Voilà. Il faut pas faire un amalgame. Non, mais je trouve important parce que c'est vrai que dans les discussions, si tu viens à dire à quelqu'un qui n'a pas déconstruit « Ah, j'aimerais être payé pour mon statut de mère au foyer », je pense que l'argument mais tu les aimes, tes enfants, si tu passes du temps, tu les as faits, c'est pour les élever », je pense que c'est le premier argument qui vient. Quels seraient les défis pratiques et sociaux à mettre en place s'il y avait ce salaire pour les mères au foyer ? Alors là, je vois un défi assez logistique, en fait, dans le sens où cet argent dont on aurait besoin pour ce salaire, il n'est pas actuellement en train de dormir sur un compte en banque. On n'a pas des milliards qui font dodo à quelque part, qui attendent sagement que le peuple se décide et puis qu'on vote là-dessus. Donc, le véritable défi serait d'aller chercher cet argent qui est déjà investi ailleurs. L'argent ne dort pas, il est de toute façon en mouvance à quelque part. Et ça, ce serait un défi. Le second défi, avant même d'en arriver là, ce serait que les politiciens et la population, vu qu'on vit dans une démocratie directe et qu'on vote sur tout plein d'objets, certainement qu'on pourrait voter là-dessus, acceptent de se remettre en question et de se dire bon, là, comme on a fait, ça joue pas, c'est merdique. On doit tout repenser. Comment tu imagines la mise en place de la rémunération ? Parce que moi, concrètement, c'est une des questions qui m'était venue à l'époque, il y a 4 ans, quand j'ai eu l'audace d'en parler sur les réseaux sociaux. Mais Isaline, mais comment tu veux payer ça ? Et je sais que ça, toi, tu as travaillé là-dessus. Donc, raconte-moi, comment tu penses ça ? Alors, il y a juste de la fiche de paye, parce qu'effectivement, ce serait un salaire. J'imagine que ce serait un salaire versé par la Confédération et qui serait adapté dans le montant sensiblement en fonction du canton dans lequel on vit. Parce que les assurances maladie ne coûtent pas la même chose. Ta prime, elle ne coûte pas la même chose à Genève qu'à Fribourg. Déjà. Voilà. Les loyers non plus, soyons quand même honnêtes. Donc déjà ça, d'une part. Et puis après, si tu veux parler du financement... Oui, toi, est-ce que ce serait une allocation universelle ? Comment tu Alors, pour le financement, en fait, je pense que ça passerait vraiment essentiellement par enlever des aides qui sont ailleurs, dont les familles bénéficient, pour les donner aux mamans. Exemple, beaucoup de familles sont au bénéfice de subsides pour la caisse maladie. Il y a les subsides pour les caisses maladie, c'est de l'argent qu'on ne nous demande pas de payer. C'est compensé. Et plutôt que de donner des aides à droite à gauche, sur lesquelles les femmes ne payent pas d'impôts et ne cotisent pas aux assurances sociales, il y aurait ce salaire. Donc, il y aurait les subsides pour les caisses maladie, on abolirait les allocations familiales. On a des subsides pour les crèches. Sauf que du moment où on a vraiment les moyens de payer, il n'y a plus besoin de donner des subsides pour les crèches. Il y a énormément... il y a les prestations PC famille. Il y a quand même plein de choses, en fait, qui sont... Attends, je vais m'y retrouver. C'est mon esprit qui s'embrouille un petit peu parce que j'ai eu beaucoup cette question. Et en fait, les méandres pour rémunérer les mamans, c'est assez complexe, mais c'est tout à fait faisable, en fait. Et il y a vraiment plein de... Oui. Et ça veut dire qu'avant tu te poses la question, personne ne s'est posé la question ? Tu es la première à te poser la question sur comment on pourrait financer ? Je veux dire, de manière concrète. Alors, je pense que les gens ne se sont pas posé la question et je pense que les gens ont peur qu'on leur demande de cotiser, qu'il y ait une petite ligne de cotisation supplémentaire sur leur fiche de salaire, alors que moi, j'envisage pas du tout ça comme ça. Mais par exemple, pour te citer qu'un truc qui est vraiment assez choquant, c'est que les services sociaux regorgent de familles et de familles monoparentales qui sont essentiellement représentées par des mamans. Vraiment, c'est rempli de ce cas de figure-là. Donc, plutôt que de leur donner ça, mais donnez-leur un salaire, les mères, elles ne vont pas planquer 6 000 francs sous leur coussin. Elles vont le dépenser, cet argent. Ça fait fonctionner l'économie. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à récupérer sur 1000 et quelques francs par mois qu'on donnerait à une famille monoparentale. On ne peut pas vraiment les taxer. Et puis, il y a aussi énormément de femmes qui sont au chômage. Il me semble bien, d'après mes lectures scientifiques, j'ai vraiment lu beaucoup de choses dans tous les coins, que les deux catégories de la population qui sont le plus représentées au chômage, ce sont les étrangers et les femmes.
Donc ça donnerait une nouvelle dynamique à... il y aurait plus de femmes, il y aurait plus de femmes au chômage, sauf peut-être celles, plus de mères au chômage. Voilà, c'est ça. Femmes, mais plus de mères au chômage en fait. Rémunération des mères au foyer, c'est un sujet tabou. Enfin, c'est vrai que moi, quand j'en ai parlé sur les réseaux, c'était vraiment compliqué de l'assumer. Et tu m'as dit d'ailleurs à la sortie de ton livre, tu pensais pas qu'il y ait une telle vague de réactions par rapport à ce que tu défendais. Pourquoi tu penses que c'est encore si difficile pour la société d'accepter ça, que ce travail il soit payé? Parce qu'on va mettre les mots justes, c'est un travail. Justement parce que les gens imaginent qu'elles ne font rien. Les gens imaginent que les mères au foyer ont essentiellement du temps libre, peuvent s'organiser comme elles le veulent, sont très indépendantes et vivent sur le dos de leur mari. Enfin voilà, on est vraiment perçu comme... Donc je pense que c'est principalement ce qui coince. Je les imagine en pyjama, en train de mater des Netflix toute la journée. C'est ça. Et d'utiliser tout l'argent du ménage pour son bien-être personnel. Ah Seigneur, arrête. C'est ça? Tu essaies de me dire? Ouais, je deviens verte rien que d'y penser. Quelles sont les principales résistances que tu rencontres? Ah mon Dieu. Quand tu défends cette cause, qu'est-ce qui t'est Alors il y en a deux. verbalisé? Il y en a deux. La première, c'est qu'on m'a dit de façon récurrente, « Ah, mais moi, je connais des gens qui travaillent à 100% et qui ne touchent pas 6 000 francs par mois, donc non. C'est hors de question un salaire comme ça pour les mères, c'est pas normal. » Oui, d'accord. Alors un 100%, quand tu bosses pour un employeur, c'est quoi? C'est 42 heures par semaine. Mais moi, j'ai justement fait le décompte des heures dans mon livre et j'en suis à 98 heures. Sans les nuits, sans les nuits. Parce qu'il y a toujours, de façon régulière en tout cas, il y a des trucs qui se passent la nuit. Un cauchemar, une dent qui pousse, un pipi au lit. Quand les enfants sont petits, c'est inévitable. La pleine lune. Il y a toujours quelque chose. T'as coup une fièvre, malade pendant 3 jours. Là, on fait du nuit et jour sans interruption. Donc cet argument, pour moi... oui, puis t'as pas de vacances. Ah ouais, t'as pas de vacances, t'as pas de week-end. Alors, si les gens qui travaillent à 100% ne touchent pas 6 000 francs par mois... Alors, je suis désolée pour ceux qui ne touchent pas 6 000 francs par mois, mais vraiment, je pense qu'on devrait tous avoir un salaire conséquent tous les mois. Même la caissière du supermarché, même celui qui balaye la rue, vraiment. Je ne peux malheureusement pas défendre toutes les causes. Oui. J'en défends juste une qui me tient à cœur. Les autres aussi me tiendraient à cœur, mais je suis déjà sur tous les fronts. Je peux pas faire plus que de temps. Et puis, je travaille, tu travailles, toutes les mères travaillent 2,5 fois plus que la moyenne de la population qui a un employeur. Donc, cet argument, pour moi, voilà. Et puis, il y a une deuxième résistance. Mais alors, celle-ci, elle me fait grincer des dents. Je sens la colère monter quand je l'entends. Là, j'ai même de la peine à déconstruire quand on me parle de ça, tellement j'ai envie de tordre son petit coup de poulet à celui qui me fait cette réflexion-là. C'est oui, mais si on salarie les mères, comment on fait pour contrôler qu'elles font du bon travail? Ah ouais, je comprends que ça t'énerve. Alors, déjà, ça veut dire que là, maintenant, à l'heure actuelle, sans salaire, on ne s'inquiète pas qu'elle fasse du bon ou du mauvais travail. Donc, ça veut dire qu'une mère peut être maltraitante, négligente. C'est pas grave, on ne les paye pas. Ça n'a aucune importance. Donc, en fait, on s'en fout des enfants. Si, à part qu'il y a des cas dénoncés au SPJ ou de maltraitance, effectivement, il n'y a pas d'organe qui vient contrôler comment on se comporte à la maison, non? Voilà. Et puis, excuse-moi, mais je n'ai pas l'impression que derrière chaque personne, il y ait toujours quelqu'un qui vienne une fois par heure pour zioter. Ouais, est-ce qu'elle a fait ça comme il faut? Et puis, franchement, surtout dernièrement, quand je vois dans les journaux, dans les médias, des cas d'hommes politiques, je ne vais pas les citer, qui se font taper sur les doigts. On a découvert qu'ils utilisaient de l'argent d'eux, qui n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû, à cause d'eux, le truc ne tourne pas comme il faut. Ceux-ci, ils ont un avertissement, mais ils ont pu faire de la n'importe quoi, de la merde pendant des années, mais il n'y a pas de problème avec ça. En fait, je ne comprends pas cette différence d'échelle entre certaines positions où les gens ont le droit de faire autant de conneries qu'ils veulent et on leur tape à peine sur le bout des doigts et cette autre position où on voudrait absolument contrôler la femme à tout prix. Mais en fait, c'est un argument qui provient d'hommes ou de femmes parce que finalement j'ai eu les deux sexes qui m'ont fait la réflexion qui est l'expression du patriarcat intégré. On veut absolument que la femme
soit sous contrôle. Oui. On ne veut pas qu'elle s'émancipe. Non. C'est tout. Ça Et fait c'est peur. inconscient. Oui, Mais ça fait peur. Ah Il oui, y a ça des fait peur. peurs derrière, des oui. inquiétudes que tout change. Et on sait que l'être humain est contre le changement. Donc, Alors ça. Mais c'est aussi pour ça que dans mon livre, je dis que les femmes devraient pouvoir avoir accès à des formations. Et pas juste comment on change les couches, enfin bref, non, des véritables formations sur le développement psychologique, physique, émotionnel de l'enfant. Il y a des cursus. Enfin, moi, j'ai suivi pendant quelques temps un cursus à l'université de Fribourg qui parle que de ça, quoi, et qui approfondit vraiment le développement de l'enfant sous tous ses aspects. Est-ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire et tout. Ce serait pas dire aux mères, vous devez faire ça ou ça ou ça. C'est plutôt dire, non, il faut vraiment pas faire ça. Ça, c'est prouvé scientifiquement que ça marche pas ou c'est délétère pour le petit, quoi. Oui, parce qu'on est assez libre, en fait, dans l'éducation de mini-êtres humains Oui. qui vont grandir Oui. dans une société, du coup, et on est vraiment livré à nous-mêmes. Alors moi, c'est ce qui m'a décontenancée quand j'ai été mère. Ça veut dire qu'à la fois, on me disait, tu dois savoir, donc comme cette espèce d'instinct maternel, et en même temps, bah non, en fait, j'ai pas les réponses infuses, en fait. Et je me suis beaucoup documentée. Donc, effectivement, j'ai appris, j'ai développé des compétences que je n'avais pas. Alors après, bien sûr, on a tous notre sens critique et on adapte à nos familles. Mais je trouve que tu mets le point sur quelque chose d'important, effectivement. C'est que si on nous donnait de l'importance et qu'on considérait ça comme un vrai métier, même moi, tu vois, je dis vrai métier, comme un métier, comme s'il y avait un vrai et faux métier, un métier, et ben du coup, ça serait cohérent d'avoir des formations pour lesquelles on serait aidé, en fait, dans ce développement. Et je trouve que quand on arrêterait ce métier de mère au foyer, ça aurait toute sa valeur sur notre CV. Exactement. Ce qui est au jour d'aujourd'hui, moi, si demain, je dois aller me présenter à un poste, je le sais, je travaille dans les RH, ces femmes, je les ai vues, je leur ai dit, je suis désolée, mais là, vos 10 ans... Non, ça passe pas. Ça passe pas. Il faut mettre quelque chose. Je leur disais, il faut qu'on trouve quelque chose. Ouais. Comment déconstruis-tu cette idée reçue que le travail domestique et de soins n'est pas un vrai travail, mais plutôt un simple sacrifice féminin? Alors, je suis une femme assez pragmatique et je pense que pour déconstruire, vu que les gens sont très influençables et influencés par les médias, on pourrait, par exemple, les journaux, la télévision, si vous m'entendez, vous pourriez peut-être... ils vont t'entendre. Vous pourriez peut-être, comme ils ont la capacité et la présence d'esprit de le faire pour signaler une fois par année qu'on a utilisé toutes les ressources de la Terre à telle date, par exemple, tu vois. Donc, pour la question climatique, ils le font. Ça passe dans les journaux télévisés, ça passe dans le journal. Pourquoi on ne pourrait pas dire, ah ben voilà... à telle période de l'année, c'est le jour où ça aurait coûté tant à une famille si la maman n'avait plus été là depuis telle période. Paf, voilà. Ou bien depuis le 1er janvier, nanana, maintenant on est le 31 mai, tac, le travail des mères a coûté tant, blablabla. Puis lister ça. Il faudrait un truc vraiment qui paraisse dans les médias, auquel les gens soient confrontés de manière récurrente pour qu'ils intègrent gentiment, pour que ça fasse un peu Inception, hein, tac, pour qu'ils intègrent le fait que oui, c'est du job. Et je pense que c'est peut-être le seul moyen de déconstruire, parce que écrire des tas de bouquins sur comment déconstruire ça, machin, il faut déjà que les gens lisent, mais les gens lisent de moins en moins. Et puis après, on ne veut pas forcer les gens à avoir certaines lectures qu'ils n'ont pas envie d'avoir, mais quand ça vous est jeté à la figure par des médias, là, vous ne pouvez pas y échapper. Ça me fait penser au... il est 16h, les femmes sont plus payées. Tu sais. Arrête. Celui-là, il est bien ancré maintenant, je trouve. Oui. Et puis, il faudrait aussi des accès à des formations et des diplômes. Dès qu'il y a formation, diplôme, ça légitime en fait un métier. Donc, en fait, il faudrait faire une formation de mère au foyer avec un diplôme. Non, je ne pense pas. Pas de faire une formation de mère au foyer, parce que là, ça voudrait dire soit qu'on ne pourrait plus être mère au foyer si on n'avait pas eu ce diplôme, ou qu'on se dira, celle-ci, c'est une mère au foyer de seconde zone. Mais simplement dire, voilà les nanas, maintenant, on vous donne tant de milliers de francs par mois. Vu que vous êtes des employés de la Confédération, voici des listes de formations que vous pouvez choisir, prendre à choix. Prenez-en une ou deux de ces formations par année, ou 3 ou 4, tant que vous voulez, à l'Uni, dans les hautes écoles, tac, tac, tac. Allez vous former. Les cours vous sont offerts, et puis augmenter votre potentiel, développer... Quelle belle société tu décris là. Ah, je te jure. Ce serait merveilleux. Et c'est vraiment pas une insulte pour les mères, je tiens à le préciser, simplement que non. moi comme toi, quand je suis devenue maman, on m'a pas filé un mode d'emploi, et je suis désolée de le dire, mais on ne sait pas si on a fait du bon travail avant
que notre enfant et je sais pas quel âge. Donc en fait, on marche sur des œufs tout le long. Mais si on avait quelques pistes un peu, c'est pour ça des cours, quoi. Pas pour dire que les mères, elles sont nulles, mais 2-3 béquilles pour se tenir. Paf, ah oui, ok, ça. Ça éviterait aussi Voilà. de se retrouver toute seule à la maison. Mais oui. Puis ça ferait certainement en plus peut-être baisser la maltraitance, je pense. Ouais, bon, ça, c'est lié, à mon avis. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui culpabilisent de rester à la maison, qui choisissent de rester à la maison et de s'occuper de leur enfant au lieu d'aller travailler à l'extérieur? Qu'est-ce que tu as ressenti justement quand tu étais mère au foyer? Ça te faisait culpabiliser d'être à la maison? D'être à la maison, de ne pas rapporter d'argent pour le foyer. J'avais toujours l'impression qu'il n'y avait que l'autre qui travaillait, qui me portait comme un boulet sur ses épaules. Je n'avais pas conscience qu'en fait, je faisais une part énorme du travail qui lui permettait de faire carrière. Je ressentais de la solitude parce qu'en fait, on pousse tellement les femmes à l'extérieur que toutes vos copines, elles bossent à l'extérieur, quoi. Puis ça c'est pas très sympa à ressentir. Je me sentais aussi comme si j'étais quelqu'un de stupide. Je suis mère au foyer parce que je sais pas faire autre chose. Je manque d'ambition. Tu disparais au milieu de Ouais. la société, des amis. Je suis inintéressante. Qu'est-ce que je vais leur raconter? Aujourd'hui, j'ai détartré. J'ai vissé un truc. J'ai nettoyé mes vitres. Ok, j'ai fait 3 lessives. J'ai fait 2 repas. Bon, super. Dans le meilleur des cas, on peut se lancer sur le sujet de la cuisine. Voilà. J'ai testé telle recette. Ça, c'est l'échappatoire. Paf. Sinon, j'ai trouvé une super nouvelle marque de brosse à récurer. Je vous dis pas, les filles, c'est fantastique. On va en débattre toute la soirée. Donc, ouais, c'est compliqué, en fait, d'avoir quelque chose à dire, après d'exister quand on fait quelque chose qui est pas valorisant, en fait. Parce que faire des tâches ménagères, c'est pas valorisant, on va pas se mentir. Non. D'où le fait qu'il y en a beaucoup qui cherchent du travail à l'extérieur pour exister. Si tu avais le pouvoir de changer une seule chose dans la manière dont la société reconnaît le travail des mères au foyer, ce serait quoi? Alors, si j'avais ce pouvoir, je voudrais que le métier de mère au foyer soit considéré comme l'activité professionnelle qui supplante et surpasse toutes les autres. Donc, chirurgien, juge, président, tout. Parce qu'en fait, moi, si je décide de ne pas faire d'enfants, la société s'écroule. Donc, tout repose sur moi et ma production d'enfants, qui est la matière première qui permet à cette société de perdurer. On peut bien dire, on peut bien encenser les médecins. Je les remercie d'avoir recousu mes enfants dans tous les sens, hein, ça c'est vrai. Mais n'empêche que si j'avais pas fait de gamin, le pédiatre, il n'aurait pas eu de boulot. Voilà. Donc à mon avis, c'est la profession la plus importante qui soit. Et puis ça, je voudrais que ça entre dans les mentalités. C'est ce que tu changerais. Ouais. On est plus important qu'une star de cinéma, on est plus important que tout. Mais c'est vrai, on crée la vie. Et les partis de droite, si vous m'entendez, vous qui prônez la vie, qui êtes anti-avortement, du coup, je suis là. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette invisibilité en tant que femme au quotidien, ou qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se regrouper? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, j'ai une idée toute prête, toute faite. Il faut qu'on porte ça au niveau politique. Non, il faut arrêter d'attendre qu'on vienne gentiment nous proposer un salaire. Il faut le réclamer. Mais vraiment. Il faut qu'il y ait des femmes qui montent aux barricades. Alors moi, j'ai écrit mon bouquin, je suis prête à aller plus loin. Si vous êtes d'autres, peut-être pourrait-on s'associer. Moi, tu sais que tu peux compter sur moi. Oui. Ok. Mais je pense que tu as raison dans le sens où il faut vraiment que maintenant les choses bougent. Donc, comme on l'a toujours dit dans l'histoire des femmes et des droits, de nos grands-mères, arrière-grand-mères, elles n'ont pas attendu que ça leur tombe. On est toujours obligé d'aller chercher ce qu'on veut. Complètement. Qu'est-ce que tu as envie que nos auditrices retiennent de cet épisode, de ta venue? Je voudrais qu'elles se disent que... Alors déjà, si vous êtes mère au foyer, bravo les filles, parce que... Et je crache pas sur les autres mamans qui sont pas au foyer. Vraiment, je tiens à ce que ce soit clair, mais celles qui restent au foyer, c'est super chouette pour vos gamins. Parce que je sais de la bouche d'une directrice de crèche que c'est pénible pour les enfants d'être à la crèche toute la semaine, par exemple. C'est un univers de brouhaha, de tension, bref. C'est super chouette pour les enfants d'être au contact de leur maman. C'est moins stressant, ça fait plus partie du développement naturel. Je veux qu'elles sachent à quel point elles sont pas seules, que moi aussi je récure mes toilettes plusieurs fois par semaine, que
que je suis aussi à quatre pattes, à ramasser des trucs. Je vous félicite pour tout ce que vous faites. Je vous félicite de mener de front cette carrière de maman, cette carrière de femme de ménage, d'être encore super belle quand vous sortez de chez vous très souvent, apprêtée, de faire du sport. C'est incroyable. Vraiment, retenez ça, quoi. D'essayer de répondre à toutes ces injonctions. Ah, mais moi, je trouve que les femmes sont fantastiques. Elles ont une... Comme j'avais lu une fois un dicton sur Internet qui disait « La femme a cette singularité qu'elle a l'apparence de la faiblesse, mais la réalité de la force. Et vous êtes toutes très fortes. Vous avez l'air faible, mais vous êtes toutes très fortes. » Ouais, merci, c'est très beau. Est-ce qu'il y a des livres, des ressources que tu aimerais recommander ? Alors, Mona Chollet a écrit un livre que j'ai trouvé par hasard sur une table où on peut disposer des livres et puis en reprendre. Là, ça devient assez à la mode. Qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes, qui m'a retourné les triples cerveaux, enfin tout. En lisant ce livre, j'ai réalisé que j'étais féministe. Et puis que je défendais la cause des femmes. Et si vous ne connaissez pas ce bouquin, allez-y, c'est une pépite. Je suis une toute petite autrice comparativement. Elle est incroyable. Et puis, il y a aussi Gloria Steinem, qui est une des plus grandes féministes de tous les temps, qui maintenant doit approcher les 90 ans, qui milite encore, qui fait des discours, qui se bat, qui, elle, vous a permis, mesdames, d'atteindre beaucoup de vos droits à travers le monde. C'est une Américaine, Gloria Steinem. Quel que soit le livre que vous achèterez d'elle, vous allez pleurer, rager, vous sentir démunie ou au contraire pleine de force. Elle va vous faire passer par tous vos états. Et elle raconte notamment son parcours de comment elle a infiltré dans les années, enfin bref, il y a très longtemps, l'entreprise, le journal Playboy. Il me semble que c'était ça. Ouais, je crois. Non, c'est pas vrai. Enfin, c'était un truc en rapport avec ça, où elle était obligée de se déguiser en bunny pour faire le service. Enfin, bref. Ça peut bien être Playboy, ouais, quand même. C'est possible. Hein. Oui, c'est possible. En tout cas, celle-ci, elle a aussi une plume. Finalement, c'est deux femmes qui ont fait et qui font encore, en tout cas, une des deux fait encore du journalisme, et qui savent écrire qui savent vous transmettre des sujets scientifiquement prouvés de manière, c'est rapporté au jeu, de manière un peu ludique. Il y a de l'humour, il y a de l'humour noir, il y a un peu de sarcasme, elles savent imager, exemplifier, c'est fantastique. Ça passe comme du petit lait. C'est génial à lire. C'est pas ces bouquins de sociologie très pompeux auxquels on pourrait s'attendre. Franchement, les nanas, vous pouvez lire ça tranquille dans le bain le soir pour celles qui peuvent se payer le luxe d'avoir un bain tranquille le soir. C'est juste. Oui, je te rejoins sur Mona Chollet. L'autre, je n'ai jamais lu de ses livres. Ouais. Mais Mona Chollet, oui, je rejoins complètement. Et moi, je rajoute Titou Lecoq, que j'ai déjà cité. Et il y a le livre Libéré aussi, qui est parfait. Qui, m'a éveillée. C'est moi, c'est celui-là. D'accord. Il m'a fait « Hé, meuf, en fait, t'es féministe depuis longtemps. » Voilà. Moi, j'aimerais conclure sur une dernière question avant de te citer la fin de ton livre. Je trouvais ça vraiment très beau. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi, à la Candy, avant d'être féministe, peut-être ? Est-ce que ça te va, cette période-là ? Mais tu me piques une question que je pose souvent quand j'interviewe des gens avant d'écrire un article. Je pose régulièrement cette question, souvent à des personnes très âgées. Bon, du coup, c'est pour toi aujourd'hui. La question à laquelle je ne m'attendais pas. Qu'est-ce que je me dirais ? Candy, ne les écoute surtout pas. Tu vaux bien plus que ce qu'on t'a fait croire que tu valais. Et n'aie pas peur de faire absolument tout ce qui te tient à cœur. Entre autres, écrire un bouquin. Parce qu'une fois que j'avais ce manuscrit dans les mains, je me suis dit, mais si je publie ça, je vais me faire assassiner par la critique, quoi. Voilà. Puis, il faut arrêter d'avoir peur, en fait. Je me dirais, arrête d'avoir peur et puis aie confiance en toi. C'est beau. En sachant ce que tu m'as partagé en aparté à mon hors micro. C'est très beau. Et oui, puis nous, on est là pour te soutenir. C'est super. Parce qu'on n'a jamais trop de soutien. Je termine en lisant les dernières pages de ton livre, qui pour moi m'ont beaucoup parlé et qui résument un petit peu justement les 100 pages que tu as écrites.
Je ne sais pas ce que l'avenir réserve aux futures mamans et je ne compte plus en faire partie. J'aurais enfanté plusieurs fois avec un lot de désillusions, ne provenant pas de mes enfants, mais bien de la façon dont on me percevait ensuite. De nombreuses femmes parlent de l'ingratitude de ce statut de maman en évoquant l'absence ou le manque de reconnaissance de leurs enfants, de leurs conjoints. Mais ce manque repose en fait sur ce que le reste de la société pense. Les mères au foyer ne travaillent pas. Elles n'ont pas à se plaindre, elles ont des horaires libres. Je pense que nombre de mères au foyer qui exercent une seconde profession à l'extérieur aiment ce qu'elles font. Mais la grande question à laquelle je crois avoir la réponse est si demain, les autorités décidaient de salarier les mères au foyer et leur rendaient accessibles de multiples cours destinés à les aider dans leur cheminement professionnel de maman, les consultaient sur toutes les décisions importantes concernant leurs enfants, rendant les mamans indépendantes et fortes, actrices de leur vie et des suivantes, souhaiteraient-elles encore, pour la plupart, à s'intégrer dans un second emploi ? J'émets un doute. Pourquoi ? Parce qu'être mère, c'est en définitive une vraie carrière, celle d'une vie. Et ce passage-là, tu vois, quand j'ai fini, j'ai dit « Eh ben voilà, tout à fait !» Alors merci Candy d'être venue derrière mon micro, partager ce en quoi tu crois fort, ce pourquoi tu milites. J'espère que le message est passé, qu'on va porter ce sujet bien plus loin. Si ce n'est pas pour notre génération, ce sera pour les futurs. Ben moi, en tout cas, je voudrais te remercier toi parce que tu m'as dit à quel point mon livre t'avait fait réagir, t'avait chamboulé, t'avait pris aux tripes. Et étant donné que j'ai pas confiance en moi, je m'étais dit déjà que j'allais pas en vendre un, mais aussi qu'il plairait à personne. Puis quand j'entends qu'il a eu de l'effet sur quelqu'un, un impact puissant, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de te prendre dans mes bras, de te dire mais merci, en fait j'ai pas écrit que de la merde. Je suis trop contente. Si vous voulez encourager Candy, nous mettre des messages suite à cet épisode, je vous encourage à le faire. Partagez, commentez, mettez-nous des petits mots d'amour pour qu'on se sente en tout cas écouté et lu. C'est grâce à vous derrière votre écran, qu'on va pouvoir changer les choses, qu'on va pouvoir faire bouger les lignes, avoir un impact, comme le dit Candy et comme je le dis à chaque fois dans ces épisodes. Pensez à partager, à commenter, à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.